Merci. Merci, donc bonsoir. Alain Kléber, je suis donc actuellement ingénieur conseil pour le laboratoire LCA. En fait, en réfléchissant à comment me présenter, en fait, j'ai passé mon début de carrière professionnelle à essayer de faire le lien entre les analyses de laboratoire, c'est-à-dire les analyses de sol, surtout les analyses de végétal, puisque j'ai une formation plutôt en physiologie, et puis le conseil et la réalité terrain. Voilà. Comment faire le lien entre tout ça. Donc l'organique dans l'écosystème agricole, ça c'est le thème général. Heureusement que Maurice Viel l'a expliqué, parce que j'aurais eu un peu de mal. Session 2, considération du sol, là je vois bien. Impact sur les productions végétales, arboriculture, puisque c'est ma passion, et adaptation possible avec les pratiques culturales. Je vais plutôt vous partir sur un titre, une présentation qui revient au même, mais un peu moins générique, je vais dire. Exemple d'impact de l'organique sur les étapes de préparation et de constitution du fruit, ce dans une démarche de conseil. L'idée, si vous voulez, c'est de dire, ben voilà, je fais du conseil. À quel moment, dans les différentes phases de vie annuelle de l'arbre, faut-il penser à la matière organique? Allez, une petite réflexion d'ordre général. Je fais beaucoup de conseils ou de développement à l'étranger. Je suis plus que convaincu de la matière organique en termes de protection des sols, en termes de préservation du patrimoine, en termes de vision pluriannuelle et sur des dizaines d'années du patrimoine sol, etc., en termes de maintien d'un potentiel général. Mais si vous communiquez là-dessus à des agriculteurs, c'est une catastrophe. Je veux dire, on ne dira jamais, je repense à des tas d'expériences en Afrique, si je commence à dire mettez de la matière organique sur vos sols pour préserver votre patrimoine ou préserver le patrimoine de votre pays ou limiter l'érosion, je veux dire, il n'y a que les ONG qui vont continuer à acheter de l'organique. Ce qui est important en termes de conseil, c'est de montrer des rentabilités à court ou moyen terme à des gens dont la seule question, essentielle pour la majorité de pays en développement, est de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire manger à mes enfants ce soir. Le raisonnement est le même, si vous voulez, pour les enfin, je noircis un peu le trait, pour les arboriculteurs en France, où c'est vrai qu'ils ont tous cette notion de maintien du potentiel, du patrimoine, etc. Mais quand on est face à une question lancinante tous les soirs de se dire comment je vais payer mes salariés à la fin de la semaine, il faut aussi trouver d'autres arguments plus techniques, plus immédiats, plus rapides. Voilà, je dis ça parce que j'ai récemment fait une mission où c'était un échec complet, parce qu'on m'a demandé de communiquer sur quelque chose de général en ce sens-là. Ça sert strictement à rien, alors que si vous dites, ben voilà, telle pratique culturelle, vous allez augmenter en 2 ans tant de rendement, voilà, ça c'est porteur. Donc il y a bien ces deux dimensions. Hein. Dans cette réflexion sur la démarche de conseil, c'est bien quelque chose sur le résultat de l'année suivante, des années en cours, sur quelque chose à un pas de temps assez court, quoi, hein. Mais je n'oublie pas du tout, effectivement, cette vision plus globale. Ouais. C'est vrai que je bouge beaucoup, donc je vais plutôt coller le micro. C'est bien. Ah oui, il est important de préciser, parce que nous en sommes très fiers, que le laboratoire LCA appartient au groupe Arvalis. Groupe Arvalis, donc, qui est l'ancien ITCF avec d'autres partenaires du même genre. Ce qu'on fera, si vous voulez, sur les 4 périodes climatiques, hein, hiver, printemps, été, automne, on va essayer de voir comment intervient, comment réfléchir, comment travailler en termes de nutrition de la matière organique sur les 4 phases que sont la phase de démarrage, on peut l'appeler comme ça, la phase de soutien qui correspond globalement au printemps, la phase d'accompagnement, on en a beaucoup parlé, qui correspond à la phase estivale, et puis la phase de préparation qui correspond plus ou moins à l'automne, phase de mise en réserve, etc. J'ai essayé de faire quelque chose qui ne corresponde à aucune espèce en termes de cycle, etc. Donc ça correspond à aucune région française, à aucune espèce française, ce qui fait que ça peut correspondre à peu près à tout le monde, quoi.
Voilà. Et à chaque fois, ce que j'essaierai de faire, parce qu'on ne peut pas être définitif, c'est d'illustrer le propos. Donc phase 1, phase de démarrage. L'activité racinaire qui ne s'arrête pas en hiver reprend à fond. Activité racinaire reprend à fond avec, et ce serait très important à préciser notamment pour la matière organique, un développement du système racinaire, à la fois en termes de chevelu et en termes de parties ligneuses. Croissance végétative, bien sûr, on parle de croissance végétative utile à cette période-là. Développement du fruit, bien évidemment, hein, c'est le... Alors j'ai mis la floraison au milieu parce que selon les espèces, ça va être au début, au milieu ou à la fin de cette phase. Développement floral, c'est la préparation du fruit. Bien évidemment, elle s'arrête avec le développement du fruit de l'année. J'aurais dû, pour être juste, mettre des pointillés parce qu'on s'aperçoit que même si le développement floral au niveau dosage dans le végétal ou au niveau physique, bien sûr, on ne le voit pas, on a quand même quelques séquences hormonales qui préparent le fruit de l'année suivante. On s'aperçoit que même avant floraison, on a déjà des séquences hormonales de préparation du fruit de l'année N+. J'aurais dû mettre des pointillés. Et puis, bien sûr, les réserves. Hein. Là, on est en pleine phase de début d'utilisation des réserves. Première chose à dire, alors ça, c'est l'intensité d'utilisation des réserves de l'arbre dépend totalement de l'intensité et de la précocité de l'activité radiculaire. Ça, c'est quelque chose... Enfin, ce qu'il y a de bien avec l'agronomie, la physiologie, c'est que ce n'est pas des sciences exactes, donc on peut discuter, on peut échanger. Voilà. Mais s'il y a une chose sur laquelle je ne négocierai pas, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, l'arbre, bien sûr, démarre sur ses réserves, l'arbre ou la vigne d'ailleurs, hein, la plante pérenne, mais l'intensité d'utilisation de ces réserves, la vigueur au démarrage, l'intensité de démarrage, est totalement liée au fait que le système racinaire fonctionne. Et plus tôt sera la mise en route du système racinaire, plus importante sera la consommation des réserves. Ça, c'est un processus hormonal parce que l'arbre, en fait, sachant qu'il y aura bientôt possibilité d'autonomie nutritionnelle, consomme toutes ses réserves. Alors que si la vigne ou l'arbre n'a pas de fonctionnement racinaire pendant la phase de démarrage, eh bien, elle va limiter la consommation de ses réserves pour aller le plus loin possible. Voilà. Bien évidemment, cette consommation des réserves, excusez-moi, je vais essayer de me trouver un verre d'eau. Bien évidemment, cette consommation des réserves est totalement liée à la vitesse de réchauffement du sol. Et c'est ça, d'un point de vue conseil et d'un point de vue agronomique, on va dire, c'est bien ça le critère fondamental, c'est la vitesse de réchauffement du sol. Voilà. Vitesse de réchauffement du sol, c'est là où évidemment on voit apparaître la matière organique. Hein. Le niveau, l'état et la vie de la matière organique du sol sont à la base du bon déroulement de cette phase, pardon. Surtout, bien sûr, sur espèces et variétés précoces. Voilà. S'il y a bien un endroit où, en termes de conseils, on va parler de la matière organique, c'est dans cette phase de démarrage des racines de l'arbre, hein, ou de la plante pérenne, qui est très particulièrement liée à la qualité, au niveau et à la vie microbienne du sol. S'il n'y avait qu'une justification en termes de conseils techniques d'intérêt de la matière organique, c'est celle-là. Voilà. Et d'une façon générale, mais ça c'est une banalité, meilleur est le démarrage, meilleur est le résultat final. Là je parle des plantes pérennes, on va avoir exactement le même raisonnement pour un semis de maïs par exemple, hein, ou pour une reprise d'une culture d'hiver, une reprise de croissance ou de développement végétatif du blé à la reprise de l'hiver. Hein, je veux dire, là, on est sur un critère agronomique de base. Pour illustrer ça, alors qu'on soit bien d'accord sur ma démarche, ce ne sont pas des exemples définitifs, loin de là, ce sont des illustrations. Hein, sur des parcelles de gala du sud-ouest, donc de la vallée de la Garonne, des sols très argileux, basiques, lourds, froids, groupe de niveau de rendement sur 7 ans et teneur en matière organique du sol. Il y a eu 38 parcelles suivies sur 7 ans. Voilà, avec une coopérative de la vallée de la Garonne.
Et ça donne ceci comme résultat. Alors, j'ai mis des niveaux de rendement et pas les rendements, puisque ça dépend des variétés, ça dépend de l'âge des vergers, etc. Donc, vous avez 4 niveaux de rendement, faible, moyen, élevé, très élevé. En vertical, les niveaux en matière organique du sol, hein, tout simplement en pourcent. Ben, on s'aperçoit que le groupe sur 7 ans et 38 parcelles chaque année de rendement le plus élevé, eh ben, c'est quand on est autour de 2,5 de matière organique. C'est-à-dire le niveau en matière organique le plus élevé. Alors, loin de moi l'idée de dire que plus la teneur en matière organique d'un sol est élevée, mieux c'est, au contraire. Hein. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans un exemple. Par contre, dans ce cas précis d'exemple-là, pourquoi Gala? Parce que Gala est une variété précoce. Hein. Et tout simplement, en pomme, la vitesse de réchauffement du sol, là, pour Gala, c'est important. Pour vous donner un chiffre, dans cet exemple-là, on a noté jusqu'à 3 degrés d'écart de température du sol, ce qui est énorme, hein, à 10 cm, au printemps, selon les niveaux et caractéristiques organiques, pour les mêmes types de sols et les mêmes expositions. C'est-à-dire qu'on avait des parcelles, si vous voulez, voisines, hein, parcelle A, parcelle B, plantées simplement à 3 ou 4 ans de différence. L'une avec organique, l'autre, enfin avec niveau organique ou enrichissement organique suffisant, et l'autre pas du tout. Et on arrive jusqu'à 3, voire plus, 3 c'est une moyenne, degrés d'écart en température du sol à 10 cm au printemps. C'est énorme, hein, parce que 3 degrés d'écart, ça vous fait des racines à un sol qui fonctionne, ou un sol qui ne fonctionne pas du tout. C'est absolument énorme. Hein. Bon, là, c'est plus ma partie, donc je vais quand même permettre de le dire. On a jusqu'à 24% de phosphore en plus dans les pommes, des sols qui se réchauffent facilement. 24% de phosphore en plus, c'est énorme. Hein. Je prends l'exemple du phosphore, parce qu'on en a beaucoup parlé, et puis ça reviendra par la suite, en sachant que dans la pomme, si vous voulez, il y a environ un tiers du phosphore présent dans la pomme adulte, type Golden, Megala, c'est à peu près la même chose. Un tiers donc, de ce phosphore qui vient de l'année antérieure, et 2 tiers qui viennent de l'année en cours, mais ces 2 tiers étant prélevés par l'arbre avant multiplication cellulaire. Alors voilà, c'est-à-dire que avant multiplication cellulaire, c'est dans les 2 premiers mois, donc là où les sols sont les plus froids. Et on voit donc là l'importance du réchauffement précoce du sol sur la teneur en phosphore de la pomme. Exemple pomme. D'ailleurs, voilà, si je me repositionne sur un niveau labo, on est beaucoup plus juste et on a des relations beaucoup plus fiables statistiquement entre l'indice d'activité microbienne du sol et la teneur en phosphore des organes, fruits dans l'exemple, qu'entre la richesse en phosphore du sol et la teneur en phosphore des organes. Voilà, c'est-à-dire que là, on en a parlé beaucoup, hein, c'est les problèmes de mycorhize, les problèmes de phosphore dont l'assimilation par la plante n'est pas liée uniquement à un flux hydrique ou minéral, etc. Mais voilà, c'est intéressant de se dire ça. On a plus de relations entre un indice mesuré, hein, pas calculé, entre un indice d'activité microbienne du sol et teneur en phosphore des organes qu'entre teneur en phosphore du sol et teneur en phosphore des organes. Voilà. En dehors, pour les spécialistes, de toutes les problématiques de dosage même du phosphore dans les sols, mais c'est un autre sujet. Voilà. Donc, phase de démarrage, véritablement, c'est le point essentiel. Une petite remarque aussi, je le dis là, j'aurais pu le dire après. En arboriculture, mais c'est vrai aussi en viticulture, on se rend compte que la nutrition, on n'est plus sur une réflexion de nutrition de besoin, mais on est plus sur une nutrition de réflexion, comment faire pour que ma plante, l'arbre ou la vigne, résiste le mieux au stress, aux difficultés climatiques qui vont venir. Actuellement, en arboriculture, la question c'est beaucoup plus de dire comment faire pour que mon arbre résiste le mieux possible aux difficultés estivales à venir, plutôt que de dire combien je dois apporter par rapport aux exportations en tonnage, etc. Et on s'aperçoit que plus tôt est le démarrage racinaire, plus important sera le volume racinaire, donc meilleure sera la résistance de l'arbre ou de la vigne aux difficultés estivales. Il y a une chose toute bête, hein, c'est que l'arrêt de croissance des systèmes racinaires se fait en fonction des températures, et on va dire, de toute façon,
pour toutes les parcelles, à quelques jours près, on va dire, va s'arrêter au même moment. L'arrêt de développement du système racinaire ligneux. Hein. Par contre, toutes les parcelles qui vont démarrer plus tôt auront gagné 2, 3, 4 semaines, 1 mois, voire plus, de développement racinaire en plus. Et il y a une liaison assez nette entre précocité de mise en route du système racinaire, donc de réchauffement du sol, donc d'activité organique, et résistance aux difficultés estivales. Voilà. Et ça, alors en arboriculture, c'est important, mais on est majoritairement irrigué. En vigne, c'est quelque chose d'absolument fondamental, quoi. Voilà, mais il faudrait le développer, c'est juste à titre, pour bien dire cette phase de démarrage. Deuxième phase, la phase de soutien. Expliquez-moi. Phase de soutien, donc c'est l'activité racinaire qui est à son maximal. Elle est à son maximal parce qu'elle se développe aussi, hein, puisqu'il y a bien à cette phase-là accroissement racinaire à la fois pour l'aspect ligneux et pour le chevelu. Croissance végétative utile, toujours, hein, qui est maximale. Développement du fruit, qui est maximal, puisque selon les espèces, on va être à multiplication cellulaire et période de fort grossissement. Développement floral, alors, donc de l'année N+1, on n'est toujours pas sur un développement floral dosable en termes chimiques, minéraux ou physiques. On est par contre sur des séquences hormonales là, hein, qui commencent à être bien connues. Réserve, on est encore sur la période d'utilisation des réserves selon les sols, selon les espèces, selon leur précocité, selon la vitesse de réchauffement du sol. L'autonomie nutritionnelle sera acquise pendant cette période-là. Si je reprends l'exemple de mes pommiers, de mes galas de la vallée du Garonne, l'autonomie nutritionnelle est acquise selon les sols avec 4 ou 5 semaines d'écart. C'est-à-dire qu'on a des arbres sur les situations les plus difficiles, le fonctionnement de sol, humide, tassé, compact, où l'autonomie nutritionnelle n'est acquise que le 15 juin. Sur les parcelles à la meilleure fonctionnalité, ça peut être acquis le 15 mai. Phase de soutien. Dans cette phase de soutien, les besoins sont élevés. Alors, ce n'est pas forcément des besoins élevés en quantité totale, c'est aussi des notions de besoins instantanés élevés. À la fois pour la croissance utile, pour la multiplication cellulaire et pour les racines. Je me permets de rappeler qu'on oublie toujours qu'à cette période-là, les racines sont aussi des organes consommateurs. Les racines, pour se développer, consomment. Et donc, quand on parle de besoins, si vous voulez, ou de stress nutritionnel, c'est à la fois pour les fruits, pour les organes végétatifs en croissance, mais c'est aussi pour les racines. Et à certains moments, les racines peuvent être totalement concurrentes de la partie externe, notamment des fruits. Puisque, en ce qui concerne les racines, en tout cas, on est exactement sur les mêmes raisonnements que la partie végétative externe. Les racines ont une nécessité de développement annuel. Sinon, elles ne sont pas fonctionnelles. Donc l'objectif technique, c'est soutenir le fonctionnement sans excès ni déséquilibre entre les différents pôles d'attraction. C'est pour ça que j'ai parlé des racines. C'est là où intervient la notion de mise à disposition minérale du sol, ou du moins c'est là que je vais illustrer ça. C'est à la base du raisonnement. J'ai mis aussi, pour faire plaisir à Maurice, mais aussi parce que ça fait partie d'une réflexion assez lourde, voire aussi soutien foliaire. C'est-à-dire que de plus en plus les modèles, alors quand c'était fait en Italie ou en Espagne, il fallait prendre un peu les modèles présentés avec du recul. Maintenant, on commence à avoir plus de travail, c'est-à-dire un modèle où on vise un fonctionnement ou une mise à disposition minérale par le sol sur des plantes pour plantes fruitières ou même les vignes. Hein. Et puis après, on essaye de limiter les stress ou de tamponner aux périodes de fort besoin par le foliaire. J'interviens bien dans l'aspect sol, donc je ne vais pas parler du foliaire. Il y a plus de différences entre les types de foliaires qu'entre les types de matières organiques.
C'est-à-dire que quand on parle de foliaire, ça ne veut strictement rien dire. Est-ce que c'est un foliaire minéral? Est-ce que c'est un foliaire à support organique, etc., 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 quoi, une autre idée là, puis que je ne développerai pas, c'est l'idée de dire, comme aux États-Unis, je suis réellement persuadé que dans 10 ans ou dans 20 ans, on sera comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on parlera pratiquement plus de nutrition minérale, mais que la quasi-totalité des produits qu'on amènera, notamment par voie foliaire, seront des produits non minéraux. Voilà, c'était juste pour expliquer ça. Mais c'est vrai qu'une réflexion technique sur nutrition organique ou valorisation du potentiel du sol et accompagnement foliaire, c'est quelque chose d'intéressant à réfléchir. Un exemple, donc c'est sur Abricotier dans la région du Gard. Alors c'est tout naïf, hein, donc méthodologiquement c'est discutable, c'est juste à titre indicatif. Comparaison de deux modes de fertilisation, minéral et bio. Bio, entendez organique, hein, mais c'est le nom c'est ce que faisait le producteur. Même niveau d'apport et même fractionnement, hein, même quantité totale, même niveau de fractionnement. C'est des sols limonaux, sableux, basiques, 3 répétitions, 3 modalités. Il y avait une modalité sans apport, qu'on pourrait comprendre comme la fourniture par le sol, qu'on a déduit des 2 autres, pour que ce soit plus simple dans les exemples. Et ce que je vous donne là, c'est une moyenne de 5 mesures de la solution du sol, prise de 15 avril au 30 mai. Voilà, c'est juste pour expliciter mon propos. Ça n'est absolument pas pour être définitif sur le sujet. Azote total, que ce soit l'année 1 à l'année 4, en azote conventionnel, on va dire minéral, ou en azote bio, on ne voit pas de différence dans la moyenne de concentration des solutions du sol. Ça n'est qu'un essai, il faut le prendre comme ça, je dirais. C'est absolument pas définitif. Potassium, on n'a quasiment pas de différence par rapport c'est pas significatif en tout cas, hein, de l'année 1 à l'année 4. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai commencé à parler un peu plus du phosphore, le phosphore, c'est même surprenant, je veux dire, on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc vous avez le phosphore conventionnel amené conventionnellement en minéral, en bleu, et le phosphore amené par les produits organiques en rouge. Vous voyez que dès l'année 3 et surtout l'année 4, on arrive à des écarts de concentration du sol, même si ce n'est pas très élevé, qui sont de 2 à 8 pratiquement. Donc là, c'est significatif. Et voilà. Et de nouveau, si vous voulez, quand on dit mise à disposition du sol, il y a bien cet aspect minéral, mais aussi cet aspect de vie même du sol. Hein, cette vie du sol qui permet cette mise à disposition minérale. Et c'est vrai que ça, surtout dans des sols limoneux basiques, hein, je veux dire, c'est un des argumentaires intéressants à prendre, quoi, hein, ou du moins à réfléchir. Hein, je veux dire, ça, c'était la phase de soutien. Phase d'accompagnement, c'est l'été. En été, l'activité, il n'y a plus d'accroissement. Vous me dites si je suis un peu long? Non. On n'a plus... Je n'ai pas encore fini. On n'a plus d'accroissement racinaire, parce qu'il fait trop chaud, parce que justement les sols sont trop chauds. Par contre, le système racinaire, ça je l'ai mis en pointillé, continue à fonctionner parce qu'il prélève de l'eau et des éléments minéraux. Mais il n'y a plus de développement racinaire, sauf 2 espèces, la vigne et l'actinidia, j'en ai pas parlé, le kiwi, qui eux, notamment, sont des espèces un peu particulières parce qu'avec cette floraison très tardive, et qui, si les conditions climatiques sont correctes, sont capables d'avoir une croissance racinaire constante. Hein, mais c'est les 2 seules espèces qui ont cette capacité-là. Toutes les autres espèces, il n'y a plus de croissance racinaire en été, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'activité, bien évidemment. Hein. Croissance végétative, sauf pour les 2 espèces citées, théoriquement, il n'y en a pas. Développement du fruit, ben là, on est sur la fin de grossissement, voire la maturation. Développement floral de l'année suivante, là, on est en plein dedans. Non plus hormonalement, mais là, physiquement. Hein, c'est après l'induction florale, la différenciation florale, etc., etc. Là, on est vraiment en plein dedans, avec vraiment un effet direct de tout stress climatique à cette période-là, surtout hydrique, sur la qualité de l'année d'après. Hein.
Et puis les réserves. Alors, les réserves, on est en phase de formation, hein, quelle que soit l'espèce, c'est à partir de début juillet. Pondéralement, c'est surtout des glucides. Il faudrait rentrer dans le détail d'élément minéral par élément minéral. Mais enfin, on est en pleine phase de formation des réserves, si tant est que ce soit possible, hein, si tant est qu'il y a assez de fonctionnement ou que la charge ne soit pas trop élevée ou des choses comme ça. Une petite remarque par rapport à l'utilisation. Certaines espèces fruitières ont la capacité, en période estivale, quand les conditions climatiques deviennent trop difficiles, de puiser sur les réserves préalablement stockées. Et la plante qui... et ça explique bien des... Tiens, je me servis de ce petit truc-là. Voilà. C'est, si vous voulez, cette petite chose que j'ai mis en pointillé, là. Si les conditions climatiques sont difficiles, je l'ai mis bien exprès sur le mois d'août, la plante, certaines espèces fruitières, avec un niveau d'intensité différent par espèce, ont la possibilité d'utiliser des réserves stockées pour survivre. Et tout naturellement, l'espèce pérenne qui a le plus cette capacité, c'est la vigne. Ce qui explique bien pourquoi la vigne a ce potentiel de survie, si vous voulez, que n'ont pas les autres espèces. Vous mettez des pommiers en non irrigué, au bout de 3 ans de canicule ou de sécheresse ou de vent, il n'y en a plus, quoi. Hein. La vigne, elle, il y a toujours cette pérennité, notamment par cette capacité, c'est elle qui a le pic le plus important, d'utiliser les réserves préalablement stockées. Encore faut-il qu'elle le soit. Hein. Voilà. En termes de réflexion, alors bien sûr, durant cette période, on valorise le potentiel de l'année ou le résultat de l'année en initiant celui de l'année suivante. Alors, c'est ce que je disais en préambule, la résistance aux difficultés climatiques est à la base des objectifs techniques et elle sera de plus en plus. On a pas mal parlé, enfin, depuis tout à l'heure, il a été beaucoup parlé, très bien parlé de la sécheresse, de la canicule. Je voudrais donc, pour faire original, un tout petit peu insister sur le vent. Pour un arbre fruitier, mais enfin pour une plante en général, hein, le vent est aussi mauvais, dramatique et difficile que la canicule. De toute façon, à partir du moment où il y a du vent, le végétal ne fonctionne plus. Et moi, ce qui m'inquiète en plus, même si ce n'est pas du tout mon boulot, etc., hein, c'est par exemple dans la vallée du Rhône, des chiffres qui disent que le nombre de jours de vent a été multiplié par 2 en 10 ans. Un exemple d'un territoire français, c'est la Corse, par exemple. Quand on a commencé à planter du kiwi en Corse, donc il y a 35 ans, on va dire, on a bien fait selon le modèle néo-zélandais, donc avec des brise-vents de part et d'autre, etc. C'était très bien pour lutter contre le vent, évidemment. C'était très bien pour préserver l'humidité. Le problème, c'est que ça fait des concurrences importantes. On perd du rendement sur les plants, sur les rangs les plus proches. Ça augmente l'humidité, donc ça augmente le botrytis auquel le kiwi est très sensible, etc. Donc il y a eu un arrachage de tous les brise-vents. Là où les rendements moyens, je parle des régions sous Bastia, donc propices au kiwi. Hein. Là où les rendements, je ne parle pas des plantations de kiwi pour la prime, là où les rendements moyens étaient de 35 tonnes, actuellement, sans brise-vent, on plafonne à 15 tonnes. Parce que vous savez, le kiwi, au printemps, ça pousse très verticalement, les cannes de renouvellement poussent très verticalement. S'il y a du vent, ça casse. Et donc actuellement, quand les producteurs ont encore de l'argent, ils remettent des brise-vents. Voilà. Donc, effet du vent comme évolution climatique à prendre en compte aussi, quoi. Et le sera de plus en plus, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais aussi en préambule. Moi, je crois vraiment, pas pour les plantes annuelles, mais pour les plantes pérennes, c'est la nutrition, c'est de plus en plus, l'idée c'est de dire, ce n'est pas les besoins, c'est accompagner les plantes pour qu'elles résistent le mieux possible aux éventuelles difficultés climatiques, quoi. En termes d'organique, bien évidemment, hein, la gestion de la matière organique du sol en termes de pouvoir tampon, de réserve utile, de développement et d'efficacité radiculaire, ça c'est essentiel. Je dirais, la relation en matière organique et potentiel hydrique, je veux dire, là c'est quelque chose
d'absolument fondamental. Alors, LCA a un laboratoire au Maroc, donc je prends un exemple marocain. D'Agadir, essai qui est entre 1998 et 2008, pêche tardive, avec l'idée que disait M. Berthoumieux, pêche tardive au Maroc, c'est jusqu'à fin juillet, hein, parce qu'en août, il fait tellement chaud avec le vent et plus de 40 degrés qu'il n'y a plus de pêche, quoi, hein. Donc pêche tardive, c'est fin juillet, hein. Sol à 98% de stable, région d'Agadir, et 2% pardon, de matière organique totale. Irrigation fertilisante sur les deux modalités. 4 répétitions et comparaison de parcelles sans apport de matière organique à la plantation, avec parcelles à 80 tonnes hectares de fumier de mouton. Il n'y avait peut-être pas de distributeur Philippou à proximité, ou Fraissinet, on va dire, à proximité. Voilà ce que ça donne. Donc, dans la courbe verte, c'est rendement en tonnes hectares, 0 apport. Donc vous voyez, on est à 30. Et puis on commence on plafonne d'ailleurs autour de 30 avec quelque chose d'assez évolutif selon les années. J'ai eu très peur les 4 ou 5 premières années parce que dans les modalités où on avait apporté 80 tonnes hectares de fumier de mouton, on était très significativement en dessous du 0 apport. J'ai eu très peur parce qu'en fait, on était forcément climat très chaud, dégradation très rapide de la matière organique, libération d'azote faramineuse. Les premières années, on a eu des monstres, des excès de vigueur, etc., etc. Et par contre, à partir de la 6e année, on est arrivé sur des rendements identiques et puis très nettement supérieurs au 0 apport, supérieurs à la fois en niveau, ce qui est intéressant, mais ce qui est aussi intéressant, avec un écrêtement de la variabilité annuelle, si vous voulez. C'est ça qui m'intéresse aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve bien sûr la même variabilité annuelle entre les deux modalités, mais beaucoup plus écrêtée sur la modalité avec apport de fumier de mouton. Voilà, c'est pas mon domaine, mais je vais quand même le dire parce qu'il n'y a pas de raison. On peut très bien produire sur ces sols fragiles à très faible CEC, on peut très bien produire sans amener de la matière organique. Le problème, c'est que, comme on exporte beaucoup, on va dégrader, surtout en irrigation fertilisante, on va dégrader très très vite les sols, et puis on va laisser aux gens qui restent des sols qui n'ont plus du tout de structure, plus du tout de capacité d'échange, avec des rendements qui vont aller en dents de scie et petit à petit baisser. C'est le modèle qu'on connaît d'Agadir, hein, où on vient, on gagne 5 ans ou 7 ans de l'argent avec des tomates sous serre intensives, et puis quand on n'a plus de sol fonctionnel ou qu'on a pollué l'infraphréatique, on va ailleurs. C'est vrai qu'à ce niveau-là, si vous voulez, un modèle de conseil basé sur un raisonnement organique, donc je vous donne un exemple hein, parmi d'autres, c'est aussi un raisonnement sur une préservation du patrimoine, quoi. Voilà, c'était un exemple de la phase d'accompagnement. Pardon? Oui, c'est bon. Ouais. 4e et dernière phase, il me reste 10 minutes, c'est bon. Donc c'est la phase de préparation, la phase automnale, on va dire. Hein. Le système racinaire reprend, et puis bien sûr continue à fonctionner, mais ralentit plus à la... on n'a plus d'accroissement en hiver. Système racinaire reprend sa croissance, son fonctionnement. Ouais, je reviendrai après pour que ce soit logique dans ce que je voulais dire. Croissance végétative, il n'y en a plus. Il vaut mieux qu'il n'y en ait plus. Développement du fruit, il n'y en a plus. Sauf peut-être les fruits tardifs, type Pink Lady, etc. Mais je vais y revenir. Développement floral. Bien sûr, on est en plein dans la fin de différenciation et de séparation, et puis après, ça se ralentit en hiver. Réserve, on est en plein dans la phase de constitution des réserves, surtout azote et réserve organique à ce niveau-là. Hein. Et puis, bien sûr, consommation des réserves dès qu'on est en période hivernale. Que dire de cette phase-là? Bien sûr, ça correspond à la préparation de l'arbre aux difficultés hivernales, mais aussi à la préparation de la phase de démarrage. On a une reprise du fonctionnement du sol et des racines en fin d'été.
C'est une bonne chose, parce que ça permet de faire les réserves, etc. Mais c'est à manier avec précaution en plantes pérennes, parce que si cette reprise végétative, ce relargage important d'azote, un sol chaud avec de l'eau qui arrive le 15 septembre, etc., ça peut être par contre très pénalisant, par exemple pour des maturations de vendanges. Brusque relargage d'azote dans la solution du sol, maturation. On a la même chose en pomme en Pink Lady, une pomme tardive rouge. Si il y a ce brusque relargage d'azote sur un sol manquant d'eau en été, etc., eh ben mes pauvres pinks, elles ne seront jamais rouges, quoi, hein. Elles vont rester vertes jusqu'à Noël, quoi, hein. Voilà. Donc, reprise du fonctionnement du sol et des racines en fin d'été, c'est physiologiquement normal, intéressant pour la mise en réserve, mais c'est à manier avec précaution. Ce sera la conclusion, donc je ne vais pas plus loin. Et c'est vrai que par rapport à cette remarque-là, la connaissance de l'état organique du sol est nécessaire pour gérer la nutrition en post-récolte. La nutrition en post-récolte est très à la mode, parce que ça permet de positionner des produits en plus, quoi, hein, amener des produits au départ, amener des produits en soutien, amener aussi, voilà, on peut amener des produits en plus. C'est à la mode aussi parce que c'est vrai que meilleure sera la mise en réserve, meilleure sera la résistance à l'hiver et meilleur sera le démarrage, etc. Voilà, c'est donc quelque chose qui est très à la mode, avec raison à mon sens. Par contre, ça ne peut pas, comme c'est une pratique qui n'est pas dénuée de risque, hein, vous mettez... je dis n'importe quoi, enfin non, vous mettez 30 unités d'azote ou 40 unités d'azote sur un pommier, par exemple. Vous le faites parce que le sol libère aussi beaucoup d'azote en même temps par la matière organique, il repart en végétation. Ça peut très bien pénaliser la qualité d'arrêt végétatif et d'ahoutement. Voilà. Donc la nutrition en post-récolte, si vous voulez, si la question se pose, dois-je faire un apport ? Il faut avoir une réflexion sur l'état organique du sol et la disponibilité, notamment azotée, qu'il peut fournir pour pouvoir y répondre. Un exemple, ce sera le dernier, teneur hivernale en glucides et azote dans les bois, donc dans les rameaux de prunier dente, en fonction de l'indice d'activité microbienne du sol, indice mesuré, hein, obtenu par le laboratoire LCA. C'est des parcelles non irriguées et c'est des mesures qui ont été faites en 2008 et 2009. Voilà, donc vous avez l'indice d'activité microbienne ici, hein, de 0,1 à 0,6, 0,7, particulièrement élevé, hein, ces périodes-là, alors que si on est au printemps, on est sur quelque chose de beaucoup plus faible. Et en vertical, vous avez les concentrations en azote dans les bois et en glucides. Jolie courbe. Donc, sur les indices d'activité microbienne faibles, si vous voulez, on s'aperçoit que le niveau de réserve ou de concentration en azote dans les bois est faible, de même les réserves en glucides. Voilà, sur cette plage, sur toute cette plage ici. Ça veut dire qu'au redémarrage, ça va partir sur un faible potentiel, mais équilibré. On peut, même si c'est faux, hein, scientifiquement, on peut extrapoler rapport azote-glucide, si vous voulez, on peut extrapoler ça au rapport carbone sur azote. Donc, j'extrapole un peu, hein, donc le côté l'axe végétatif et l'axe fructifère. Voilà. Et c'est vrai que là, si vous voulez, même si on est sur des niveaux de réserve faibles, l'équilibre azote-carbone est bon. Si je vais sur des indices d'activité microbienne moyens, on obtient ce qui est à peu près la référence, hein, des niveaux de 30 en azote, enfin 30 c'est multiplié par 20, de 1,5 en azote dans les bois, et on est au maximum au niveau des glucides. Voilà. Là, on est sur le couple, si vous voulez, le plus équilibré. C'est-à-dire niveau intermédiaire en azote et maximum de glucides. Par contre, si je vais sur les indices d'activité microbien maximale, donc un sol qui fonctionne de façon très importante, on a des très fortes teneurs en concentration en azote dans les bois, mais des niveaux en glucides qui sont faibles à très faibles. Voilà. Et donc là, on est complètement sur un rapport en extrapolation C sur N déséquilibré, on est sur un axe beaucoup trop végétatif. À la limite, on peut vouloir ça sur des jeunes plantations, hein, apport de matière organique avant plantation, mais il faut
sur des arbres ou des vignes équilibrées, il faut plutôt, enfin, en l'occurrence c'est des arbres, il faut plutôt viser quelque chose comme ça. Voilà, d'où l'idée, ce sera une des dernières phrases, une trop forte disponibilité azotée en fin de cycle, notamment liée à la matière organique, hein, mais il n'y a pas que ça, peut pénaliser la mise en réserve, je viens d'en parler, la maturation des variétés tardives, importance du conseil. C'est-à-dire que, et là je vous assure que ce n'est pas du tout pour faire plaisir à Fraissinet, il y a matière organique et matière organique. Et on ne peut pas se satisfaire en conseil en disant amener de la matière organique, ça ne veut strictement rien dire. Je veux dire, amener n'importe quoi en matière organique, ben, je vous ai pris cet exemple-là exprès en conclusion, hein, ben, on peut arriver à des problèmes. Je peux vous citer des tas de parcelles de pommiers, par exemple, sur lesquelles on n'arrive plus à outer correctement parce qu'on a trop élevé la matière organique sans réfléchir au végétal. Voilà. Voilà, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais je pose. Non, je souligne quand même les choses. Il n'est pas évident, en culture spéciale comme la vigne, enfin, je suis convaincu du contraire. Donc, je suis convaincu que, ce n'est pas la peine que je fasse semblant, qu'en culture spéciale comme la vigne ou les arbres fruitiers, l'idéal de fonctionnement du sol ne correspond pas forcément à l'idéal de fonctionnement de la plante. Hein, c'est l'exemple qu'on prend pour la maturation de la vigne, par exemple. Un sol qui fonctionne trop bien en reprise d'automne, ça peut se faire au détriment de la qualité de maturation. Voilà, hein. Donc, quand on réfléchit sur l'organique, la notion de conseil, de type de produit, de réflexion sur les objectifs, etc., est fondamentale, quoi. Voilà, en conclusion, je ne suis jamais très doué là-dedans et je ne vais pas repartir sur d'autres idées. J'ai simplement dit ça, si vous voulez. Quelle que soit la phase de développement de l'arbre et du fruit, le conseil en nutrition minérale, hydrique ou autre, hein, puisque par rapport à la remarque que je vous faisais, doit prendre en compte le niveau, l'état et la vie de la matière organique du sol. Voilà en ce qui me concerne.